Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business. Bienvenue dans Grand Paris. Il est très jeune, il y croit vraiment. Il sera très impliqué dans la campagne de Marielle de Sarnez, candidate du MoDem à la mairie de Paris en 2014. Donc je reçois Jean-François Martin, conseiller de Paris pour le MoDem, on l'aura compris. Jean-François Martin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes conseiller de Paris et vous allez prendre de plus en plus d'importance dans cette campagne de Marielle de Sarnez, à savoir. Écoutez, on est en train de finaliser l'équipe avec Marielle de Sarnez, la manière dont on va travailler. Moi, je suis l'élu sortant du MoDem à Paris, donc je vais être chargé d'assurer la continuité entre les combats qu'on a menés au Conseil de Paris depuis 6 ans et les combats qu'on mènera dans la prochaine mandature. Donc je vais être à la fois celui qui va devoir faire le lien entre les sujets parisiens actuels et surtout préparer l'avenir pour la candidate et puis pour aussi toutes les équipes dans les arrondissements. Mais ça veut dire quoi ça veut dire, pour être clair, porte-parole? Ça va être probablement porte-parole ou quelque chose de cet ordre, on verra mais bien. disons-le, que les choses titres soient ne claires. comptent pas, l'essentiel, ce sera une dynamique de toute façon collégiale et collective. Alors, il ne vous a pas échappé, Jean-François Martin, que Anne Hidalgo, candidate donc socialiste à la mairie de Paris, à la succession de Bertrand Delanoë, avait fait des appels du pied, peut-être même, on va dire, une main tendue en direction de Marielle de Sarnez et du MoDem à Paris. On n'a pas bien entendu la réponse. Je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Le prochain maire de Paris, il aura des défis immenses. On va devoir préparer la ville à une compétition internationale des grandes métropoles qui est de plus en plus importante. On aura besoin, dans les 6 ans qui viennent, d'un maire créatif, d'un maire fort, d'un maire qui soit capable d'emmener l'ensemble de la société parisienne vers des objectifs environnementaux plus ambitieux, économiques plus ambitieux, avec une volonté de mixité sociale peut-être meilleure. Pour tout cela, il faudra un maire qui sache dépasser les clivages. Donc toutes celles et tous ceux qui, dans cette campagne municipale, prôneront le rassemblement, et au-delà des clans, et au-delà des clivages habituels, je pense que tous ceux-là auront raison, et tous ceux-là iront dans la bonne direction, c'est-à-dire la direction qui mène vers des majorités municipales plus larges. Donc moi, j'accueille tous ceux qui, en tout cas, appellent à des rassemblements plus larges, avec beaucoup de bienveillance. Que ça soit... Il faut y répondre, il ne suffit pas de les accueillir, il faut répondre. Eh bien, après, la nature des rassemblements, elle se fera sur les projets. Est-ce que on est plus ou moins convergent, plus ou moins divergent avec les uns, avec les autres? Nous, fin juin, on présentera nos premières pistes, nos premières propositions. Et donc là, on pourra commencer à regarder qui est-ce qui partage. Qui est-ce qui est compatible? Oui, mais et surtout, qu'est-ce qui intéresse les Parisiens? Quels sont les sujets sur lesquels les Parisiens attendent des réponses? On le sait, le logement, l'environnement, le transport, la qualité de vie, le pouvoir d'achat. Et là-dessus, je crois qu'il faut que chacun respecte le tempo des uns et des autres, la partie notamment dialogue avec les Parisiens. Et le moment venu, on parlera. Mais je crois que toutes celles et tous ceux qui appelleront au rassemblement dans cette élection municipale, ça ira dans le sens, dans l'intérêt des Parisiens. Donc vous êtes open, en tout cas cette main reste tendue et peut-être sera-t-elle serrée, on le comprend à votre réponse. Vous avez vu que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, hein, parce que les communistes du coup et les Verts, Anne Hidalgo appelait donc au rassemblement au premier tour Verts et communistes, ça veut dire pas de candidature alternative, évidemment on n'y est pas tout à fait, et éventuellement donc alliance au deuxième tour avec le MoDem. Et tout de suite le représentant du PCF à Paris a rétorqué en disant ah ben non, s'il y a le MoDem, il n'y a plus nous. Alors c'est difficile de faire le grand rassemblement. Ça, c'est les affaires de la majorité municipale, de la gauche municipale. Nous, on n'appartient pas à la gauche municipale. Je ne vous dis pas demain qu'on va gouverner avec un tel ou un tel. Je dis juste que moi, je trouve que dans la déclaration d'Hidalgo, il y a une volonté de dépasser les clivages, de dépasser les clans, ce que je trouve très bien. Et vous la saluez. Voilà, ce que je trouve très bien. Après, que la majorité municipale, la gauche municipale en particulier, ait des tensions et des divergences, pour de vrai, elles n'ont rien à voir avec nous. Les divergences qui existent aujourd'hui entre les différents courants de la majorité municipale, c'est des problèmes de fond. C'est des problèmes de est-ce qu'on va dépenser plus à Paris, y compris plus que ce que l'on a? Est-ce qu'on va promettre aux gens qu'on va exproprier 10 000 logements et que d'un coup d'un seul, on créera 20 000 logements sociaux en un an? C'est ce que croit M. Brossat. On va voir si c'est ce que croient ses partenaires de la majorité. Donc le problème, nous ne sommes, je crois, en la matière qu'un alibi pour M. Brossat pour affirmer en fait qu'il a voté tous les budgets depuis 6 ans qui ne correspondent pas à ce qu'il dit aux électeurs. Donc élu PCF à Paris, hein, on l'aura bien compris. Alors bon, on a parlé d'Anne Hidalgo, parlons quelques instants de Nathalie Kosciusko-Morizet. Si elle tend la main, donc ce sera regardé avec autant d'intérêt? Avec autant de bienveillance. Vraiment, la position qui est la nôtre,
on considère qu'à Paris, le clan contre clan, le bête et méchant, le « ah là là, vous faites les voies sur berge, comme c'est la gauche qui le propose, nous on trouve ça idiot, c'est mal », et inversement, puisque la gauche est contre, alors nous on va être pour. Je trouve ça stupide et surtout terriblement puéril. Je crois que les Parisiens attendent des attitudes différentes. Donc les attitudes de rassemblement, si Madame Kosciusko-Morizet veut en avoir demain, je les regarderai avec autant de bienveillance. Pour autant que les clarifications des uns et des autres sur le fond, sur le programme, sur les projets soient faites et qu'on soit à l'aise et qu'on sache vraiment ce que chacun porte pour les Parisiens. Alors les programmes, on n'y est pas tout à fait encore, mais on va en parler bien sûr. Pour le moment, on a vu que l'UMP voulait au fond se saisir de la question du redécoupage électoral possible de Paris. On a vu un premier projet retoqué par le Conseil constitutionnel. Manuel Valls travaille à un second projet. Et du coup, l'UMP dit, mais non, profitons-en pour élire le maire de Paris au suffrage universel, c'est-à-dire pas un suffrage indirect. Vous associez à cette idée ? Je m'associe à l'idée, pas à la méthode. C'est-à-dire que, premièrement, se poser la question d'une nouvelle répartition des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement en fonction de l'évolution de la démographie de Paris, ça paraît être du bon sens et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait finalement plus tôt. Sur l'élection du maire de Paris au suffrage universel direct, alors, il ne le sera jamais. Aucun maire en France n'est élu au suffrage universel direct. Dans toutes les villes de France, on élit un conseil municipal qui choisit un maire. À Paris, il y a une étape de plus qui sont les arrondissements. Voilà. Donc, promettre le maire de Paris au suffrage universel direct, ça, en revanche, c'est faux. Mais un système plus classique, moi, j'y suis favorable. Après, je pense que le tempo et le momentum n'est pas le bon. Je trouve assez maladroit de dire aux Parisiens, on va changer les règles à 9 mois de l'élection. Ça fait tambouille, ça fait cuisine, ça fait magouille. On arrive, finalement on a une nouvelle candidate qui s'appelle Madame Kosciusko-Morizet, et donc du coup on demande à changer les règles pour que ça soit peut-être plus favorable. Moi je suis tout à fait ouvert à ce qu'on ait ce débat-là, ayons-le en dehors des phases électorales. On évite de toucher la cuisine électorale un an avant une élection, ça paraît être du bon sens. Et donc c'est pour ça que je crois que c'est maladroit de la part de l'UMP d'amener ce débat à ce moment-là. Ça démontre peut-être une forme de fébrilité. Ça donne le sentiment, comme on n'est pas sûr de pouvoir gagner avec les règles actuelles, on veut changer les règles. C'est pas bien. Et je pense que les Parisiens préfèrent qu'on ait ces débats en dehors des moments électoraux. Alors, deuxième élément dans la critique communiste, et puis après on parlera bien sûr des sujets nationaux, ils disaient de toute façon, le MoDem ne compte pas. Les communistes, alors que les communistes, beaucoup plus, comme chacun sait. Moi, je vois chaque jour devant moi des centaines de gens qui se réclament du Parti communiste et qui veulent la révolution, le grand soir, l'expropriation de la moitié des propriétaires parisiens. Je ne suis pas sûr d'avoir des leçons de représentativité à recevoir de la part des communistes. Écoutez, François Bayrou a fait près de 10% à l'élection présidentielle à Paris. Marielle de Sarnez était créditée aujourd'hui dans les sondages de 8%. Elle est globalement la troisième femme de cette élection municipale. Ça sera Marielle de Sarnez. Donc, voilà. Et par ailleurs, je crois que, on représente quelque chose en termes de citoyens, d'électeurs. On représente quelque chose sur le fond, c'est-à-dire que nous avons eu pendant 6 ans une véritable liberté qui nous a permis de soutenir les voies sur berge parce qu'on trouvait ça intelligent, mais de s'opposer à certains éléments du budget qui étaient trop dépensiers. Une vraie liberté. Je ne suis pas sûr que les communistes puissent affirmer avoir eu beaucoup de liberté ces 6 dernières années. Et est-ce qu'on existe quand on n'est pas libre? Je laisserai là encore aux communistes le soin de répondre à cette question. Nous avons notre part de réponse. Et enfin, je crois qu'on représente surtout une envie qui est celle des Parisiens de sortir peut-être du système bête et méchant. Les méchants, c'était les anciens, Chirac, Tibéri. Les gentils, ça serait les nouveaux de la Noé depuis 2001. De sortir de ça pour aller vers une démarche politique nouvelle. Donc on représente quelque chose de spécifique, d'unique. On a le soin de recevoir de personne, je le crois. Message entendu, Jean-François Martin. Alors, évidemment, dans l'actualité, ce coup de tonnerre avec les suites de l'affaire Tapie, d'une part quand même un chef de mise en examen extrêmement grave, escroquerie en bande organisée, Stéphane Richard, Monsieur Rocky, peut-être d'autres. On dit qu'on se rapproche de plus en plus de l'ancien président Sarkozy. Comment vous réagissez? C'est évidemment très grave, très inquiétant. Et en même temps, c'était très prévisible pour de vrai. Quand vous relisez le livre Abus de pouvoir qu'a écrit François Bayrou en 2008, toutes les étapes de l'affaire Tapie sont décrites avec une précision incroyable. Laurent Mauduit de Mediapart fait à peu près dans le même moment le même genre de révélation. On sait qu'il y a eu globalement dans cette histoire quelque chose de très grave, de l'ordre probablement de l'affaire d'État, parce que au-delà de choses qui par ailleurs, sont devenus presque trop naturels en France, qui sont du trafic d'influence, du fait que les puissants entre eux s'échangent des services, des connaissances, des réseaux. On est sur quelque chose là où de l'argent public, l'argent du contribuable, près de 400 millions d'euros, a été utilisé pour enrichir personnellement un homme,
Bernard Tapie, grâce à des réseaux au soutien du pouvoir et à une chaîne de décision exécutive particulièrement complaisante. Dire qu'on est vraiment là dans quelque chose de l'escroquerie en bande organisée, c'est ce qu'a retenu... Pas encore, Jean-François Martin, c'est pas encore avéré. Il y a deux questions. Il y a, est-ce que c'était illégitime en soi de recourir à l'arbitrage? Et puis, est-ce que cet arbitrage-là, avec les chiffres qu'il a donnés, était correct? C'est quand même pas tout à fait... Vous dites, Il y a des choses. Les deux sont à jeter à la poubelle. Il y a deux choses. Il y a la dimension juridique de ce dossier. Juridiquement, moi, je ne suis pas qualifié pour dire est-ce qu'il y a escroquerie en bande organisée. Je laisse la justice faire son travail, et je respecte la présomption d'innocence. En revanche, politiquement, il s'est passé une somme de décisions politiques de ministres de l'économie, M. Borloo, Mme Lagarde, et leur directeur de cabinet commun, qui est M. Richard, qui ont pris des décisions qui semblent, en tout cas à la lecture politique des choses, systématiquement à l'inverse des intérêts de l'État, donc à l'inverse de l'intérêt des contribuables, et très souvent dans le sens des intérêts de M. Tapie plutôt que de ceux de l'État. Que ce soit la décision de recourir à l'arbitrage, qui est une décision qui n'avait jamais été prise pour un établissement public. L'arbitrage est un processus qui vaut pour les entreprises privées. Le choix des juges arbitres, la manière de décider du montant même de l'indemnité maximale que l'EPFR, l'établissement qui est chargé du recouvrement de Crédit Lyonnais, le montant à 45 millions d'euros de préjudice moral. Oui. Rendez-vous compte que 45 millions de préjudice moral, si vous perdez votre conjoint à cause de l'amiante, il touchera 22 000 euros de préjudice moral. Monsieur Tapie, 45 millions de préjudice moral. Une veuve, oui, mais justement, c'est difficile de comparer. Le préjudice moral de M. Tapie, quel est-il? Je ne suis pas sûr qu'il vaille 45 millions d'euros. Donc, la justice dira si c'était de manière organisée, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'escroquerie, est-ce qu'il y avait du détournement de fonds publics d'un point de vue judiciaire. Mais d'un point de vue moral et politique, moi je dis de manière, je dirais très claire, que l'ensemble des décisions là, telles qu'on les lit, ont été prises globalement dans l'intérêt de M. Tapie plutôt que dans l'intérêt de l'État. Donc le gouvernement a bien raison d'envisager l'annulation, voire en tout cas si l'annulation est possible. Mais bien sûr, le gouvernement ne peut pas à la fois annoncer qu'il fait des efforts budgétaires, qu'il cherche des millions par-ci, des millions par-là, et avoir la certitude que 400 millions ont été donnés à quelqu'un de manière indue contre les intérêts de l'État et ne pas contester ce jugement. Donc évidemment, l'État a raison. Alors c'est une semaine qui a été marquée aussi par des perturbations dans les transports, des grèves, dans l'aérien, à la SNCF. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les motifs sont un peu... pas nouveaux, mais disons, ils s'insurgent contre des directives européennes ou en tout cas des changements que l'Europe voudrait imposer. Est-ce que vous sentez, maintenant un peu plus d'1 an des élections européennes, est-ce que vous sentez monter une espèce d'anti-européanisme primaire ou pas primaire d'ailleurs, mais je dirais assez diffus? Il y a, je crois, l'utilisation du droit de grève. Moi, je suis très attaché. Moi, j'ai un parcours militant qui, au départ, d'ailleurs, militant étudiant, on va y venir tout à l'heure. J'étais syndicaliste étudiant étant jeune, donc l'univers syndical m'est familier. Et pour le coup, j'ai donc un respect du droit de grève qui est très important. Cependant, la situation actuelle, je crois que l'usage du droit de grève, et de manière un peu peut-être brutale et massif, comme il l'a été dans les transports cette semaine, révèle quelque chose, c'est que les gens attendent de l'Europe peut-être plus de clarté. On arrive à la grève quand on ne trouve pas les moyens du dialogue, quand on ne sait pas l'interlocuteur à qui parler, quand on se demande finalement, est-ce qu'on a une voie démocratique traditionnelle pour parler? Et je crois qu'aujourd'hui, les organisations sociales, les agents typiquement du contrôle aérien ou de la SNCF, ne trouvent pas la manière de parler aux dirigeants européens, ne savent pas comment faire. Et donc, sont contraints à la manière la plus brutale qui est la grève. Et c'est évidemment pas une bonne nouvelle, ni pour notre démocratie, ni pour l'ensemble des usagers des transports. Et par conséquent, ça révèle quelque chose de la crise démocratique que vit l'Europe. La question européenne, ça sera profondément la question de la clarté des institutions. Faites un test autour de vous, essayez, je le dis à vous Caroline, mais je le dis aussi aux téléspectateurs, essayez autour de 10 personnes autour de vous, demandez-leur quelle est la différence entre la Commission, le Conseil, que fait le Parlement, qui est Catherine Ashton, qui est Herman Van Rompuy. Essayez autour de 10 personnes autour de vous, vous verrez que c'est terrifiant parce que les gens ne connaissent pas les institutions européennes. Et je ne crois pas que ça soit de la faute des gens en l'occurrence. On n'a pas expliqué, on a complexifié. Il y a un problème démocratique lourd, c'est que si on ne comprend ni ne connaît les institutions, on ne peut pas respecter leurs décisions. Et profondément, la démocratie, elle se base dans un rapport de clarté. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de clarté entre les institutions européennes et les citoyens. Et donc, les citoyens contestent la légitimité européenne. Et donc, la montée, par exemple, on l'a vu dans plusieurs sondages du FN dans les
projet, dans les intentions de vote, on va dire, c'est quelque chose qui vous inquiète, mais qui vous paraît d'une certaine manière compréhensible? C'est quelque chose qui évidemment m'inquiète, et il faut le dire, c'est une impasse. Il n'y a pas de voix, que ce soit la voix Mélenchon ou la voix Le Pen, ce ne sont pas des voix, ce sont des impasses absolues. On ne sortira pas de l'euro, on ne fera pas les grands soirs. La France n'est plus une citadelle enfermée dans des murs qui pourrait regarder son nombril et se taper sur le ventre en disant tout va bien. Leurs voix sont des impasses. Et c'est évidemment terriblement inquiétant parce que dans les moments de crise que l'on vit, on vit en Europe, mais qu'on vit aussi en France, tous ceux qui divisent, tous ceux qui veulent cliver, tous ceux qui veulent dire... Ceux qui veulent trouver des coupables plutôt que des solutions. Alors pour Madame Le Pen, c'est les étrangers, c'est les eurocrates. Pour Monsieur Mélenchon, c'est les patrons, c'est les gens qui possèdent de l'argent. Tous ceux qui cherchent des coupables plutôt que des solutions emmènent la France et l'Europe droit dans le mur. Et donc, on va essayer, nous, de dire aux citoyens, ne cherchez plus les coupables, regardez les solutions. Et elles existent. Il y aura pour l'Europe des solutions démocratiques. On veut clarifier les institutions. On veut que le président de la Commission européenne soit élu au suffrage universel direct de tous les Européens, que vous, que moi, que ceux qui nous entourent, et voter pour dire « je veux que ça soit M. Barroso, président de la Commission européenne ». D'ailleurs, si c'était le cas, je ne suis pas sûr que ce soit M. Barroso qui soit élu. Et quand on aura fait ça, les Français aimeront à nouveau l'Europe? Je pense oui. Je pense qu'en tout cas, si les Français si les Français avaient la certitude que les décisions étaient transparentes, claires, qu'ils savaient qui décide de quoi, et donc vers qui éventuellement se tourner quand ils ne sont pas contents. Là, aujourd'hui, ils sont perdus. On leur dit, il y a une décision européenne, vers qui on doit se tourner? Vers mon parlementaire européen? Vers mon chef d'État, qui est quand même responsable aussi? Vers les commissaires européens? On ne sait pas vers qui se tourner, et quand on ne sait pas vers qui se tourner, on se tourne vers les extrêmes. Et donc il faut dire aux Français, ne vous tournez pas vers les extrêmes, voici les interlocuteurs, et voici des interlocuteurs renforcés, à la légitimité démocratique renforcée. Jean-François Martin, on marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business. On retrouve Jean-François Martin, conseiller de Paris Modem. Il nous a annoncé sur ce plateau qu'il serait bientôt nommé porte-parole de Marielle de Sarnez, candidate du Modem à la mairie de Paris. Jean-François Martin, pour finir sur l'Europe, cet arrêt brutal, c'est le moins qu'on puisse dire, de la télé grecque, ça vous inspire un commentaire ? C'est terrifiant parce que, imaginez-vous la situation si elle arrivait en France aujourd'hui, si 6 heures avant on nous annonçait qu'à minuit ce soir toutes les chaînes du groupe France Télévisions s'arrêtaient du jour au lendemain. Imaginez la brutalité, évidemment pour les journalistes et les gens qui travaillent, et puis pour les citoyens. La télévision Mais visiblement publique... c'est parce qu'il n'y a pas d'autre méthode, enfin c'est ce qu'ils disent quoi. Oui, la télévision publique fait partie des pans importants d'une démocratie. On ne peut pas avoir un système démocratique qui marche sans un système médiatique libre, et évidemment quelque chose de très inquiétant. Nonobstant le fait que cette chaîne, c'est très difficile à gouverner. Ce pays est dans une situation de gouvernabilité très complexe. Pour autant, une fois de plus, il y a des décisions qui paraissent brutales, arbitraires, et c'est avec ce type de décision, et c'est avec ces méthodes de gouvernance qu'on met les gens dans la rue, qu'on met les gens aussi dans une situation de choix des extrêmes. Et donc, il y a... Peut-être qu'il faut repenser l'ensemble de la télévision publique grecque, je ne suis pas légitime pour le dire, mais là encore, pas dans ces conditions, pas en mettant en danger un pan entier de la démocratie qui est la liberté d'information. Ça ne fait pas tellement aimer l'Europe. Hein. Pour finir sur ce chapitre, alors Jean-François Martin, on attend des décisions du gouvernement bientôt sur les retraites. Le rapport a été remis vendredi, j'allais dire énième rapport, qui finalement est dans le droit fil de tout ce qu'on sait sur la réforme à faire des retraites. On a l'impression qu'il y a un débat dans le débat, c'est-à-dire privé contre public. Il y a plusieurs choses qui sont assez frappantes quand on regarde ce débat sur les retraites, c'est que le Parti socialiste et la majorité actuelle sont en train finalement de mettre au débat l'ensemble des éléments pour lesquels ils sont allés dans la rue en 2010 pendant que la majorité précédente était en train de faire la réforme des retraites. Ça démontre deux choses. Ça démontre que, la réforme, elle est inévitable. Et que tous ceux qui, en 2010, disaient « c'est pas grave, on n'est pas obligé de la faire, on n'a qu'à, au choix, taxer le capital, travailler moins, et puis finalement, tout ça serait très bien », la réforme, elle est inévitable parce qu'on doit assurer la survie du régime des retraites pour que, durablement, la société française reste une société de solidarité. Et le deuxième élément que ça nous démontre, c'est que, une fois de plus, le clivage bête et méchant, le clan contre clan, droite contre gauche, ne permet pas de faire les réformes qu'il faut. Si en 2010, ou si cette année, en 2013, on avait, au lieu de s'opposer bêtement, dit
on prend les principaux groupes de majorité politique et de l'opposition. On prend l'UMP, on prend le PS, on prend les écologistes, on prend le centre, Axol, UDI, le MoDem. Et on se dit, comment on fait une réforme des retraites On cherche le dénominateur commun. qui dure 20 ans. Parce que la question de la réforme des retraites, ça ne dure pas 4 ans, ça ne dure pas 5 ans, ça ne dure pas une législature. C'est fait pour 20 ans, pour 30 ans. Et pour ça, on va se dire, dans les 20 prochaines années, probablement il y aura des alternances. Il y aura des gens de droite, il y aura des gens de gauche, et il y aura peut-être même des gens du centre qui dirigeront la France. Eh bien, si ensemble, on ne décide pas une trajectoire pour 20 ans, on la respecte pour 20 ans, en faisant des compromis, en disant parfois, effectivement, peut-être il faut augmenter un tout petit peu l'assiette de cotisation, parfois il faut travailler plus longtemps. On aurait un compromis d'intérêt national, durable, et qui éviterait des soubresauts démocratiques tous les 3-4 ans où on s'affronte bêtement alors qu'on sait qu'on n'a pas d'autre option. Ça, c'est le premier élément. Et si on faisait ça, si on était capable de se mettre d'accord sur 20 ou 30 ans, alors on se dirait qu'on changerait probablement le système et que le système de stricte répartition tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas durer. Donc on introduirait de la capitalisation, Non, c'est ça que vous nous dites. Non, on rentrerait par un système de solidarité, mais une retraite par points. C'est-à-dire qu'on garde le système de répartition actuel, on ne rentre pas par de la capitalisation privée à côté, on reste un système solidaire, mais au lieu d'être sur un système que la démographie nous empêche d'être équilibré, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent vieux, et nous nous en réjouissons, ne permet pas de rester équilibré. La retraite par points, par nature, c'est un système équilibré qui, en fonction à la fois des cotisations sociales, de la progression de l'âge de vie, s'ajuste et qui permet, et pour moi c'est primordial, permet à chaque citoyen de savoir, à tout moment de sa vie, où est-ce qu'il en est. Qui lui dit, si tu pars maintenant, tu auras le droit à tant d'euros de retraite. Si tu pars dans un an, ça sera un peu plus. Il te reste tant de trimestres, et dans tant de trimestres, tu seras à une retraite à taux plein. Les Français n'ont pas les moyens de savoir ça aujourd'hui. La retraite par point, ça permet ça. Et ça permet aussi de donner des bonus à ceux qui restent plus longtemps. Ça permet de prendre en compte la pénibilité parce que un an passé dans une usine bruyante, en travaillant des matières dangereuses, eh ben, on a un point qui vaut plus qu'un point de trimestre dans un bureau, dans des situations un peu moins pénibles. Et donc c'est la réforme, la retraite par points, c'est la réforme qui permet d'équilibrer durablement le système. Donc le consensus pourrait être possible, hein, si on vous écoute. Je ne sais pas si les syndicats sont tout à fait d'accord avec ça. Mais... L'Italie, la Suède ont réussi à introduire... C'est un système en revanche qui prend du temps. Hein. Ça prend entre 10 et 15 ans pour mettre en place cette réforme, pour changer le système. Mais en revanche, 10 ou 15 ans, ça veut dire des alternances politiques, ça veut dire... pour moi, un accord d'intérêt national entre les principales familles politiques. Alors Jean-François Martin, tout à l'heure, vous avez rappelé votre passé de syndicaliste étudiant. Vous étiez le patron de la FAGE, il faut le rappeler. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de supprimer le bac qui revient, année après année, chaque fois que les épreuves approchent? Ce sera donc pour mardi la philo? Je trouve que c'est un tout petit peu... C'est l'arbre qui cache la forêt. Dire il faut supprimer le bac parce que ça coûte plus ou moins 2,2 milliards d'euros. J'ai vu ce chiffre qui me paraît par ailleurs légèrement contestable. Le bac, je trouve, a cette vocation malgré tout de rite de passage un peu républicain. Il y a quelque chose de passage à l'âge adulte. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus pour la jeunesse des moments où finalement on fête aussi et on célèbre leur arrivée dans un âge peut-être plus adulte, dans plus d'autonomie. Il n'y a plus le service militaire, la journée d'appel de préparation à la défense en tant que telle. Donc symboliquement, on garde le bac de toute façon. Symboliquement, moi, je trouve important d'avoir ce moment où, dans la vie, mais je crois qu'on est tous marqués par notre bac, on est tous marqués par la fin de cette scolarité secondaire, l'arrivée dans le supérieur, à un moment d'autonomie. Ça veut dire qu'il y a plein de questions sur le bac. Sa justice, son égalité de traitement qui doivent être, pour le coup, mieux considérées. Et surtout, régler le fait qu'en revanche, ça soit moins brutal, qu'il y ait plus de fluidité entre le secondaire et le supérieur. Ça nous évitera d'avoir ce tel taux d'échec en première et deuxième année d'université qui est terrifiant et qui est là pour le coup un gâchis qui coûte beaucoup plus. Mais vous gardez quand même le bac, on aura bien compris. Jean-François Martin, sujet immobilier, on sait que c'est la préoccupation numéro 1 des Parisiens, le logement. Cécile Duflot vient d'annoncer un certain nombre de mesures en faveur notamment des locataires. Est-ce que ça vous paraît une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est de nature à permettre une plus grande fluidité du marché de l'immobilier? Si Madame Duflot voulait vraiment faire la fluidité du marché immobilier, parce que c'est effectivement le sujet. Le sujet, c'est qu'on a un marché immobilier à Paris qui est rigide, où les gens ne tournent pas. Et donc, tout le monde n'a pas sa chance d'y entrer. La première mesure qu'il fallait prendre, c'est de supprimer le bail à vie dans le parc locatif social. Aujourd'hui, entrer dans le parc social, à Paris en particulier, c'est une rente. Vous rentrez dedans, vous n'en sortez plus jamais. Nous, ce qu'on veut, typiquement, c'est que le bail ne soit plus à vie et qu'on passe par le logement social, mais qu'on en sorte et qu'il y ait un vrai parcours résidentiel. Comme ça, tout le monde aura une chance dans sa vie de passer par le parc social. Ça, si on veut vraiment fluidifier le marché immobilier, ça va marcher. Le logement social n'est plus une rente à vie.
Mais là, ça ne concernait pas le logement social. Hein. Donc, Mais c'est pas mal de rééquilibrer au profit des locataires ou c'est contre-productif? Là, la difficulté qu'on va avoir à Paris, c'est qu'on a besoin d'investisseurs. Donc il ne faut pas trop durcir les conditions locatives parce qu'à Paris, on a besoin de produire des logements nouveaux, d'avoir des logements nouveaux, donc des investisseurs. Il faut protéger les locataires, ils le sont bien, il faut continuer à les protéger, il faut soutenir les associations de défense des locataires, je pense notamment à l'ADIL qui fait un très bon boulot, mais aussi aider et soutenir l'investissement locatif parce que c'est ce qui va nous aider à produire au moins 10 000 logements sur la prochaine mandature. Merci Jean-François Martin. On reçoit dans quelques instants Moral de Chibou, qui est votre contradicteur. C'est le directeur général d'Autolib. On verra. Je ne suis pas sûre que vous ayez tout à fait le même bilan tous les deux de la Blue Car à Paris. Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business. On retrouve Jean-François Martin, conseiller MODEM de Paris, et face à lui, Moral de Chibou, le directeur général d'Autolib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Autolib, la Blue Car qu'on voit de plus en plus dans Paris. Vous allez nous donner votre bilan, sachant que Jean-François Martin, et c'est pour ça que vous êtes le contradicteur aujourd'hui sur ce plateau, Jean-François Martin avait posé une question au maire de Paris autour du mois d'avril, il y a déjà quelques semaines, et on sentait dans la formulation de sa question qu'il n'était pas totalement convaincu du succès d'Autolib. Alors d'abord, vos chiffres, on vous écoute. Les chiffres sont excellents en tout cas. C'est aujourd'hui 83 000 abonnements qui ont été vendus depuis le lancement, 30 000 clients qui sont abonnés à l'année et surtout plus de 2 millions de locations. Donc ça montre aujourd'hui le succès. 20 millions de kilomètres qui ont été parcourus et 95% de taux de satisfaction. Je crois que là-dessus on peut être heureux. Est-ce que c'est pas, Moral Chibou, un peu en dessous quand même de ce que vous aviez espéré dans vos rêves les plus fous? Non, pas du tout. Non. Le président avait donné ces chiffres en disant que en gros, en 8 ans, on devrait atteindre 80 000 clients abonnés premium. En fin d'année, on sera à peu près à 40 000 clients qui seront abonnés à l'année. Ce qui veut dire qu'on peut espérer facilement que fin 2014, on ait atteint le chiffre espéré. Le service marche tellement bien que ça fait plaisir. Jean-François Martin, alors pourquoi vous aviez interpellé le maire de Paris sur cette question-là? Est-ce que le succès vous paraît plus mitigé que la présentation qui vient d'en être faite? Je suis d'autant plus à l'aise, moi, d'interroger sur Autolib que, contrairement à d'autres, moi, j'ai voté Autolib. Et j'ai voté Autolib avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de satisfaction. Je croyais vraiment beaucoup dans l'autopartage et qui plus est, le rôle que la ville de Paris pouvait avoir d'être moteur dans le développement de la voiture électrique en ville. Parce qu'au-delà même de l'autopartage, il y avait un symbole. Donc moi, je suis d'autant plus fondé maintenant de demander des comptes au maire de Paris que j'ai voté avec enthousiasme la délibération qui installait Autolib. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas le succès, entre guillemets, commercial d'Autolib. Il y a des abonnés, sans aucun doute. Il y a le volume légèrement en dessous des attendus, mais globalement plutôt bon. Mais c'est l'usage. C'est quel est l'usage, quel est le rôle d'Autolib dans la ville, et puis quelle est la qualité de service. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une étude de l'ADEME, qui est l'agence de l'énergie, de maîtrise de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dit que globalement, pour réduire réellement les gaz à effet de serre, la pollution, les particules fines en ville, il faut qu'une voiture en autopartage remplace 9 voitures individuelles. Et Autolib, la fonction qu'on avait, moi en tout cas si j'ai voté Autolib, c'est pour que l'autopartage électrique remplace la voiture individuelle polluante. Et que moi j'avais une trentaine de milliers d'abonnés comme chiffre, les 30 000 abonnés d'Autolib, ça soit des gens qui ont abandonné leur voiture individuelle pour Autolib. Ce n'est pas le cas. Donc moi aujourd'hui ce que je conteste, c'est la réussite d'Autolib à dire aux Parisiens, abandonnez votre véhicule individuel polluant, passez à l'électrique en autopartage. Et de ce point de vue-là, c'est pas moi qui l'affirme, c'est Pierre Mansat, qui est adjoint au maire chargé du Grand Paris. Comme vous le savez, Autolib, qui n'est pas de mon bord, qui est du bord de Yann Brossard, de mon ami Monsieur Brossard. Communiste. Pierre Mansat, qui est donc adjoint communiste au maire de Paris, chargé de la métropole parisienne. Et comme vous le savez, Autolib, c'est pas que Paris, c'est 50 communes autour de Paris. C'est Pierre Mansat qui déclare à l'occasion d'une rencontre organisée au ministère, qui dit « On ne parvient pas à l'objectif. En fait, Autolib séduit les passagers des transports en commun. Autolib ne supprime pas de voitures. » Et ben moi, je suis très inquiet parce que je ne voulais pas que ce soit les gens qui prenaient le bus et le métro qui prennent Autolib. C'est que les gens qui prennent la voiture. Et c'est là où je pense qu'on n'a pas réussi quelque chose sur Autolib. Alors, Moral Chibou, est-ce que d'abord, c'était votre souhait aussi que... Écoutez, moi, ces chiffres, je les ai vus. Moi, je suis un peu concret. Alors, je suis très content d'être là parce qu'au moins, je vais pouvoir répondre à cette polémique. Alors, 3 chiffres très simples. 89% des clients qui prennent aujourd'hui la voiture Autolib le disent dans un souci d'écologie. C'est-à-dire qu'on sent que c'est une véritable contribution globale. Il n'y a pas que les problèmes de place de parking de voiture, il y a aussi les problèmes d'écologie, 89%. Ensuite, vous avez 2 types de clients. Ceux qui possèdent la voiture ou ceux qui sont des possesseurs de voitures. Une étude CSA que nous avons fait aujourd'hui montre que 33% des clients, aujourd'hui qui sont des clients Autolib, envisagent de revendre leur voiture.
Ça, c'est quand même le premier. Donc, ça, c'est important. ce que vous dites, c'est peut-être aujourd'hui, ça ne se voit pas encore, Non, mais ça va se venir demain. dans le temps. Et surtout les clients potentiels, 66% des gens disent oui, j'avais l'intention d'acheter une voiture, je ne vais pas l'acheter en prenant Autolib. C'est quand même assez extraordinaire. Puis après, on a les clients qui n'ont pas de voiture et qui sont des clients Autolib, mais qui disaient à un moment ou à un autre, j'habite Paris, j'ai peut-être acheté une voiture en banlieue. Aujourd'hui, 72% de ces clients-là disent, je n'ai pas du tout acheté de voiture parce qu'il y a Autolib. C'est quand même extraordinaire. Enfin, laissons du temps au temps, comme disait le président Mitterrand et puis Cervantes, du reste, laissons du temps au temps et tout ça, ça va s'installer. Donc vous dites, ça va, à l'avenir, décourager les bien acquéreurs sûr. potentiels de voitures. Mais bien sûr, puis on le voit bien. Puis vous savez, nous, on touche qui aujourd'hui? Les jeunes. Vous savez très bien, aujourd'hui, notre segment de clientèle, c'est le 25-40. Donc c'est des gens qui, aujourd'hui, dans Paris et la banlieue, sont préoccupés par deux choses. Se loger et se nourrir. La préoccupation de la voiture vient après. Alors quand vous avez Autolib, qui vous permet d'utiliser une voiture simplement avec des prix modiques, où vous n'avez pas du tout de problème parce que vous prenez la voiture à un endroit A, vous la ramenez à un endroit B, et puis vous la posez, et puis vous repartez, vous faites vos courses et vous l'utilisez à un autre moment, c'est quand même génial. Le prix de revient d'une voiture, c'est 7 000 €, vous le savez comme moi aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est dans une Ouais. dynamique qui est à la fois écologique, substitution de voitures, et en plus économique, donc c'est quand même génial. Jean-François Martin, alors est-ce que vous souscrivez à cette idée que peut-être ce sera découragé à l'avenir d'acheter une voiture? Vous m'avez entendu, Caroline Brun, durant le reste de l'émission, je suis plutôt quelqu'un du temps long et qui accepte que parfois on prenne le temps et qu'on prenne le temps de constater, d'avoir des effets. Cependant, moi j'interroge le maire de Paris parce que malgré tout, il y a des choses inquiétantes dans les indicateurs qu'on regarde. C'est que, malgré tout, vous l'avez dit, un tiers compte éventuellement abandonner leur voiture. On est quand même loin de ce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'Autolib réellement remplace la voiture individuelle. Par ailleurs, il y a un chiffre qui est d'autant plus inquiétant, c'est que Autolib, ça doit aussi réduire la voirie de surface finalement, parce que au lieu d'avoir 3 voitures qui circulent, on n'en a qu'une seule, au gré des usages des uns et des autres. Et puis, on a moins de problèmes de stationnement parce qu'on a une voiture à garer, y compris si on a 3, 4, 5 utilisateurs. Donc tout ça devrait aller dans le bon sens. Sauf que dans l'ensemble de la métropole parisienne, là où on a le service Autolib, c'est 50 communes, la ville qui est le mieux connectée en matière de transport en commun, c'est Paris. Paris, il faut le reconnaître, a plutôt une très bonne offre de transport en commun, bus, tramway, métro, RER et même minibus dans un certain nombre d'arrondissements, qu'on est bus de quartier. Donc, on est la ville la plus connectée à un réseau de transport en commun. Donc, je vais presque vous dire, Paris est presque l'endroit où on a presque le moins besoin d'avoir une voiture. Et bizarrement, les passagers et les usagers Autolib, 2 tiers d'entre eux l'utilisent pour des trajets Paris. Or, le besoin aujourd'hui, c'est que la voiture, elle est encore très utile et elle doit encore être utile parce qu'on n'a pas toutes les solutions pour faire du banlieue-banlieue ou du banlieue-Paris à traverser malheureusement. Donc ça veut dire qu'il faut avoir encore plus de communes dans le système? Non, ça veut dire probablement qu'on doit réorienter aussi d'un point de vue, et là, commercial et presque marketing. Je parle au directeur général, presque d'un point de vue marketing, la cible pour aller vers des gens qui sont aujourd'hui des gens qui sont possesseurs de voitures individuelles polluantes pour passer vers l'autopartage. Et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on est sur cette cible-là, on est sur la cible sur des 25-34 ans, qui sont pour le coup des publics qui sont sensibles déjà à l'écologie, qui sont déjà usagers des transports en commun, et qui globalement, on n'a pas besoin de convaincre, au-delà même de la question écologique, de la question des nouveaux modes de consommation, qui sont de consommation par l'usage et pas par la propriété. Alors, sur un système un peu collaboratif. Est-ce que Vous racontez beaucoup de choses cette en même leçon de temps. marketing vous intéresse? Alors, elle m'intéresse d'autant plus que vous êtes un grand spécialiste de la communication. Là, tout ça va un peu loin. Très honnêtement, aujourd'hui, qu'on touche des jeunes, c'est très bien. Et au contraire, ça va progresser. Qu'ils aient une volonté écologique, je vous rappelle juste que nous sommes dans un marché d'offres et pas un marché de demande. Nous avons juste transformé ce marché. Un marché aujourd'hui où il n'y avait pas de demande, on a aujourd'hui installé des voitures électriques qui sont faiblement émettrices de CO2. C'est quand même assez génial, il faut quand même juste se le dire. Deuxièmement, vous me dites que le gros des trajets sur Paris, c'est vrai, attendez, il y a 500 stations de recharge qui sont sur Paris et le reste sont en banlieue. Quand l'ensemble de la banlieue sera installé, on aura un déplacement des trajets Paris-Paris vers des trajets plutôt intra-banlieue. Alors avant, ils étaient de 90% au lancement, ils sont aujourd'hui de 70%. On a gagné 20 points en l'espace d'un an, c'est plutôt pas mal. Quand la banlieue va se développer, on aura ce que vous attendez, 12, effectivement, l'aide à des trajets entre la Paris et la banlieue, l'intra-banlieue. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, parce que c'est quand même un système génial et qui répond aujourd'hui aux attentes. Mais il faut juste laisser le temps de s'installer, très honnêtement. Mais C'est je crois qu'on partage ensemble la même volonté que Autolib réussisse. C'est une très bonne C'est chose. pour ça que Alors vous avez vu qu'à l'étranger, d'abord en France, Attendez. Bordeaux, Oui. Lyon, Oui. et puis à l'étranger, donc. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, Oui. c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup. Alors, au début, il y avait beaucoup de détracteurs, maintenant, il y en a largement moins. Mais il y en a encore quelques-uns. Moi, je trouve que. J'en fais pas partie. Mais je ne vous ai jamais accusé, je ne me permettrai jamais. Je sais que vous avez voté le 24 avril, vous avez posé cette question, et je sais que vous avez voté avec. Donc, c'est quand même génial. Mais on peut avouer quand même que ce système se développe. Attendez, Lyon, si Paris réussit, si Lyon l'a pris, c'est que Paris réussit.
La semaine prochaine, on va annoncer une autre ville, on a fait Indianapolis, Bah, et on a dites-nous d'autres. laquelle, tant qu'on y est. Attendez, vous le savez, là, notre président l'a annoncé, vous attendez vendredi prochain. Mais voilà, donc ça se développe bien. Donc ça correspond à un double enjeu qui est de diminuer les voitures, et en plus c'est écologique. Mais Et ça touche les la jeunes. question profonde Jean-François pour la Martin. ville, pas pour Bolloré, pas pour Autolib, la question pour la ville, c'est est-ce qu'on réussit à faire en sorte qu'on utilise plutôt des moyens de transport collectif, et je rentre l'autopartage dans le transport collectif, plutôt que du transport individuel. Alors cela dit, Jean-François Martin, on peut dire que ça progresse quand même. Il y a de moins en moins de Parisiens qui ont une voiture. De Moins d'un sur deux. Oui, mais la question aujourd'hui, pour de vrai, c'est plus Paris. La question aujourd'hui, c'est de faire abandonner les habitants de la petite couronne leur voiture. Le Grand Paris. Mais Le vous y Grand arrivez Paris. progressivement quand des bandes de Ouais, recharge tu- vont s'installer. Et on va y que aller d'autres progressivement. agglomérations Mais il y a vont des venir, vous enjeux savez. qui sont au-delà de l'installation et de la distribution de services. Il y a quand même un enjeu de qualité de service. Et là, vous savez, et sans vouloir être volontairement polémique ou détracteur, C'est quoi il y a la propreté des voitures, il y a la question de... Alors les échos ont dit que vous aviez plein de voitures en réparation, Et que qu'il y a- 15% du parc il y a la était tout le temps, disponibilité des voitures, la propreté des immobilisé. voitures, et enfin, Laurent dernièrement, Chibou. un segment qui n'a malheureusement pas encore été exploité, et qui aurait dû être, et qui avait été annoncé par ailleurs, Oui. à la fois par l'adjointe au transport à l'époque et par les équipes d'Autolib, qui était de faire d'Autolib aussi une offre entreprise, pour que les entreprises abandonnent les parcs de voitures individuelles polluantes vers des voitures en autopartage. Et là encore, on n'a plutôt pas réussi, alors que ça fait partie des leviers de réussite. Pour que nous réussissions, nous le voulons, je crois, autant l'un que l'autre. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire avec les politiques, c'est qu'ils disent on voulait, on voulait, on voulait. Alors, je vais juste répondre à vos questions parce que les questions, on les a. Alors, la propreté, il faut juste arrêter. Aujourd'hui, effectivement, au début, on a eu des problèmes de propreté. On a mis des housses sur tous les sièges de voiture. Donc, le problème de propreté n'existe pas. Alors, il y a des problèmes. L'odeur de cigarette, par exemple, Attendez, récurrent. mais laissez-moi finir de parler. Mais je Je vais vous vous écoute, répondre. je Mais vous attendez, écoute, mais mais- je sais bien, vous avez raison, vous aimez Laurent la politique, Chibou, vous êtes alors. un grand spécialiste. La question, elle n'est pas là. La propreté, il y avait des problèmes sur les sièges. On a réglé le problème des sièges. Ensuite, il y avait des problèmes à l'intérieur où les gens laissaient des canettes de bière. Aujourd'hui, on a des équipes d'ambassadeurs qui vont sur le terrain tous les jours. Les voitures sont entretenues 2 ou 3 fois par semaine. Cueillir la période avec des crottes de pigeons, machin. Dans un Dontax, c'est la vie, c'est Paris, c'est comme ça. On a tous les week-ends des équipes, une vingtaine de personnes qui sont des brigades mobiles qui vont nettoyer les voitures parce qu'on sait tous que dans la nuit du samedi à Donc dimanche, ça renchérit les coûts au passage. C'est pas grave. on s'y retrouve parce que aujourd'hui, le développement à la fois d'usage et du nombre de clients est plutôt intéressant pour nous. Bon. Mais les coûts, ils sont chez Bolloré. Alors, deuxièmement, l'état du parc. Oui, j'ai vu les articles comme vous. Il ne faut pas raconter non plus. Mais quand les échos Des disent que inepties. 15% c'est-à-dire au fond le même phénomène que pour Vélib, il y a beaucoup plus Attendez. de... Il y a aujourd'hui 1780 voitures qui sont disponibles pour le client. Que de temps en temps, il y ait 100 voitures qui sont en réparation parce qu'on doit faire des upgrades de système d'information, qu'il y ait un rétroviseur de cassé. Attendez, c'est la vie normale. Ben, tous les parcs automobiles ont ça, donc on ne va pas polémiquer dessus. D'accord. C'est la réalité, c'est la réalité de gestion. Ensuite, pour les entreprises. Peut-être que vous ne connaissez pas le chiffre, mais aujourd'hui, on a 110 entreprises PME, PMI qui ont une offre de forfait Autolib. Combien d'usagers ça fait Attendez. Aujourd'hui, ce sont des entreprises qui sont entre 10 et 400 salariés, avec des grandes marques. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 4000 badges qui ont été donnés. Laissons progressivement pour un service qui s'est ouvert au mois d'octobre, qui a à peine 6 mois d'existence. Vous savez très bien que le process de décision dans les entreprises PME, PMI ne se fait pas en 3 minutes. Aujourd'hui, on y va progressivement et on a quand même l'ambition d'avoir 500 entreprises PME, PMI qui sont installées. Il y a des grands groupes qui y ont été. Atos, par exemple, qui a pris une flotte privée d'une dizaine d'entreprises, d'une dizaine de voitures, en plus, qui va avoir un panneau photovoltaïque parce qu'ils vont dans le écologique. Donc tout ce que vous dites aujourd'hui qui fonctionne bien, fonctionne plutôt pas, vous dites qui fonctionne pas bien, fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Mais j'aime bien la Jean-François- polémique aussi. Hein. Et on peut Jean-François continuer. Hein. Martin, alors, tous les deux, peut-être une question intéressante. On a vu que la fiscalité écologique est tout à fait dans l'air du temps. Le 13 juin, hein, le comité pour la fiscalité écologique a fait à nouveau allusion à une forme de taxe carbone et puis propose qu'on surtaxe le diesel, ou en tout cas qu'il n'y ait plus d'avantage au diesel. Un commentaire, peut-être l'un et l'autre. Jean-François Martin, il faut y aller vite. Ouais, je pense qu'il faut y aller vite, on le sait. On sait que l'enjeu désormais, c'est à la fois les gaz à effet de serre, mais aussi les particules fines qui sont responsables de maladies graves, de maladies comme notamment des maladies pulmonaires, comme la progression de l'asthme chez les jeunes enfants. Et donc, sur les particules fines, il faut y aller vite et très vite, et notamment, effectivement, arriver à réduire la flotte diesel. Je suis ravi que la ville de Paris ait pris la décision définitivement de sortir les bus au diesel de l'offre du STIF et donc des bus RATP. Je trouve que c'est une très bonne décision qui va dans le bon sens et qui va dans le sens de l'exemplarité que doit avoir la ville en matière d'écologie. Et puis, vous savez, on a plein de défauts au centre, peut-être parfois d'être polémique, mais on a une qualité, c'est la constance. C'est vrai. Et c'est qu'en 2007,
avec M. Bayrou, et moi je faisais partie de cela, on a signé le pacte écologique de Nicolas Hulot, comme je rappelle tous les candidats à la présidentielle de l'époque. Et dans ce pacte de Nicolas Hulot, il y avait la fiscalité verte, il y avait la taxe carbone, et donc je crois que maintenant il est juste le temps de respecter nos engagements, parce que par ailleurs on a à la fois besoin de recettes fiscales nouvelles, on ne va pas se mentir, d'une part, et d'autre part, on a besoin peut-être de trouver des recettes fiscales qui soient moins assises sur le travail, parce qu'on sait que le travail est en danger aujourd'hui, moins assises sur le capital, en tout cas peut-être plus intelligemment pour ne pas bloquer l'investissement, et par contre, en revanche, de taxer ce qui coûte à la planète, ce qui va coûter aux générations futures, c'est-à-dire la pollution, me paraît plutôt aller globalement dans le bon sens. Moral Chibou, ce sera bon pour la voiture électrique, ça? Moi, je trouve déjà, premièrement, ce que nous avons fait quand même extraordinaire. Quand même Ça, on l'a compris. Non, mais le groupe Bolloré, non, mais sans polémique aucune, on est quand même les premiers, on devrait être fiers de ça. Que ce soit la ville de Paris, vous savez, vous avez voté. On est quand même la première capitale mondiale à avoir des voitures électriques. C'est quand même un beau succès et qui, aujourd'hui, est copié. Deuxièmement, on a quand même 4000 bornes de recharge qui sont installées dans Paris et banlieue. Alors que là où il y a quasiment personne dans le monde qui l'a fait. Troisièmement, on a quand même créé 500 emplois, des emplois écologiques, puisqu'on a en plus des enfants des quartiers qui sont aujourd'hui des collaborateurs. On est quand même le premier groupe. Et puis de se dire aujourd'hui que ce soit un groupe français, le groupe de Vincent Bolloré, qui a investi autant d'argent sur des batteries, des voitures électriques et créé autant d'emplois, pour une ville demain qui sera plus propre et plus écologique, moi, je trouve que c'est quand même un pari génial. Vous m'avez pas répondu sur la fiscalité écologique. Il faut des signaux comme ça, il faut continuer. Non, mais les signaux, ils doivent être à la fois sur la partie diesel, mais ils doivent être aussi sur les voitures écologiques et sur les bandes de recharge. Moi, je crois que, et c'est pour ça que je crois qu'on veut vraiment tous les deux le succès d'Autolib, et c'est pour ça qu'on est d'autant plus exigeant qu'on aime cette voiture électrique et qu'on aime la c'est très centriste comme attitude. Non, mais on se réconcilie. Il va être abonné à la fin de l'émission, vous allez voir. Pour tout vous dire, j'ai pas le permis de conduire. Jean-François Martin, il va falloir le passer, le permis de conduire. On marque une pause et on retrouve notre page culturelle. Nous sommes avec la directrice générale de Paris Jazz Festival. Grand Paris, Caroline Brun sur BFM Business. Et notre page culturelle, pour finir cette émission, vous connaissez le principe, c'est Jean-François Martin, donc notre invité politique, qui invite son invité culturel en cette fin d'émission. Et ce sera Pierrette Devineau, la directrice générale du Paris Jazz Festival. Pierrette Devineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale du Paris Jazz Festival, 19e édition, en ce qui vous concerne, la 5e. Absolument. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, depuis le 8 juin et jusqu'au 28 juillet, le jazz donc s'installe à Paris. Au Parc Floral. Au Parc Floral. Combien de visiteurs attendus? Environ 150. Je pense, 150 000. 150 000 peut-être, oui. 150 000, s'il oui. fait très beau, je veux dire, l'année dernière, avec les 13 jours sur nos 16 jours de festival, on a fait 100 000, avec un temps épouvantable. Donc, il y a des chances que, si la météo nous aide... D'accord, mais ça, c'est un pari audacieux, la météo. Jean-François Martin, pourquoi vous avez invité Madame Devineau? Je trouve que c'est un des beaux festivals qu'on a à Paris, et je crois que le rayonnement de Paris il passe aussi, surtout par son activité culturelle moderne et créatrice. C'est-à-dire que l'attractivité touristique de Paris notamment et culturelle, elle paraît parfois être un peu muséifiée sur les vieux musées, les vieux bâtiments, les vieux monuments qu'on aime à Paris. Mais il y a aussi une scène à Paris de création récente. Et le Paris Jazz Festival, ce que j'aime, c'est qu'il y a à la fois des classiques, puis il y a aussi il y a de la création. Il y a des jeunes groupes et des jeunes orchestres de jazz récents qui montrent qu'il y a en France et à Paris une vraie création culturelle, notamment en matière de jazz. C'est dans un lieu que j'adore, le Parc Floral. C'est de la musique que j'aime, qui a bercé mon enfance depuis que je suis tout petit jusqu'à encore récemment, ce qui fait partie des choses que j'écoute. Donc je trouve que c'est un beau festival. Et en plus, je trouve qu'il a une spécificité particulière. C'est un festival où on a du temps. C'est un festival qui est long, qui dure quasiment 3 semaines au total. 2 mois. Ouais, Pratiquement 2 mois. C'est pas mal, là, en effet, le timing. Pierrette Devineau, alors peut-être vous allez nous parler un petit peu de la programmation, parce que Jean-François Martin a raison de dire que c'est éclectique. On n'attend pas le jazz sur la modernité, mais c'est une erreur. Justement, il se passe plein de choses sur la scène du jazz. Il se passe plein de choses sur la scène du jazz, et moi, ça me rassure énormément que cette musique retrouve un public très jeune, parce qu'on a souvent dit que le jazz c'était une musique pour spécialistes, une musique élitiste, etc., qu'il fallait connaître. Et or, il y a une scène extrêmement vivifiante. Et on s'aperçoit qu'avec le temps, cette musique-là retrouve un public... se régénère en quelque sorte. Se régénère et un public populaire, puisqu'au départ, le jazz c'est une musique populaire par essence. Au départ, le jazz c'est une musique de danse. Donc effectivement, que l'on retrouve aujourd'hui le côté populaire, l'esprit, effectivement. Alors Pierrette Devineau, une chose pour ceux qui ne sont jamais allés au Parc Floral, donc en fait il y a 2 scènes.
Absolument. Alors il y a 2 scènes pour 2 raisons très simples. C'est que on a souhaité justement, comme Jean-François le signalait, souhaiter développer une petite scène où on allait présenter les talents émergents. Et donc cette scène, elle est installée sur le bassin. C'est une très jolie... Donc c'est la barge. C'est la barge à jazz. On a appelé ça la barge à jazz d'abord parce que c'était un petit peu... on a un peu ramé, on va dire, avec la direction du parc pour installer cette barge parce qu'ils ne voulaient pas quelque chose de pérenne. Donc c'est quelque chose qui dure uniquement sur les 2 mois. Et c'est face à un petit amphithéâtre de verdure où les gens s'installent, restent... Dès les balances, dès les soundchecks qui s'installent, et après ils restent jusqu'à la... C'est un peu concert. cosy, on pique-nique Ouais. dans la foulée, Voilà. on aura compris. Et puis il y a la grande scène. Et la grande scène. Alors la grande scène, c'est un espace magnifique, merveilleux, qui est pérenne, lui, pour le coup, qui a été installé en 2000 ou 1999, si mes souvenirs sont bons. Ça a été une très belle réalisation de la mairie de Paris. L'endroit est acoustiquement fantastique. Le public est installé, très bien installé, et c'est un plein air couvert, donc on annule On n'échappe pas à la aucun pluie. Jean-François concert. Martin, vous êtes allé plusieurs fois? Je suis allé quelques fois, j'essaye parce que c'est toujours la saison qui est pas facile parce que c'est la fin d'année pour nous. Et donc c'est toujours facile, j'essaye plutôt d'aller sur le début juillet que sur le courant du mois de juin. Et moi j'ai repéré cette année des choses où j'ai beaucoup envie d'aller, notamment la saison croisée France-Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous savez que l'année Le jazz dernière... latino. Voilà, alors l'année Ouais. dernière c'était la culture française qui était en Afrique du Sud pendant 1 an. Et là on a commencé depuis le mois dernier la saison sud-africaine en France. Il y avait notamment, pour ceux qui ont vu ce spectacle, c'était génial, pendant 2 jours, la Tour Eiffel était aux couleurs de l'Afrique du Sud, ça a donné quelque chose d'assez sympa. Et donc moi j'ai repéré ça parce que je suis assez aussi amateur de culture africaine. Donc j'ai vu qu'il y avait un week-end spécial. Ça fait partie des choses que j'ai repérées dans le programme de cette année où je crois que je vais y aller avec beaucoup de plaisir. Et puis surtout c'est un festival, je crois que c'est important de rappeler, qui n'est pas très cher. Enfin, l'entrée de mémoire l'année dernière était une poignée d'euros. Cette année je sais pas, je vais pas regarder. Pierre Devino. En fait, le festival est gratuit. Ce que le public acquitte, c'est l'entrée Et au Parc Floral. Au Parc Voilà. Floral. Et ça, Et c'est- c'est effectivement très peu cher, c'est 5,50 €. Alors puisqu'on est sur le terrain des sous, il faut quand même dire quel est le budget et qui paye. Alors, c'est la mairie de Paris qui paye. C'est un marché public. Bien. C'est un marché public. Malheureusement, depuis que ce festival existe et que ce marché public existe, la dotation de la mairie de Paris n'arrête pas de baisser. Donc moins on a d'argent, plus il faut avoir d'idées. Mais ça, c'est pas forcément une mauvaise Donc, chose. donc effectivement, on arrive encore à faire un festival qui rayonne, qui a une très grande notoriété. Moi, je dirais que la mairie de Paris profite peut-être pas assez, d'ailleurs, de ce festival en termes d'image. Peut-être un petit coup de pub supplémentaire à faire. Jean-François Martin, si le MoDem compte plus encore Gagne, vous voulez dire, à la l'année mairie de prochaine. Paris, et Gagne gagne, l'année pourquoi prochaine, pas, vous parce que voulez dire. la 3e femme deviendrait la première, pourquoi Tout à pas. On donne un coup de pouce encore à la culture, où il y a déjà beaucoup d'argent qui part. Non, il y a beaucoup d'argent, mais je pense qu'on peut, c'est pas une question d'argent, je pense que c'est aussi une question d'approche. Et c'est typiquement réussir à faire sortir la culture des lieux culturels en tant que tels. Et moi, typiquement, j'aimerais beaucoup, et on fait pas assez, par exemple, que durant les festivals, mais durant aussi les artistes en résidence, il y ait plus de choses dans l'espace public à Paris et dans Paris pour, à un moment donné, que les artistes et la culture aillent vers les gens et pas que les gens forcément aillent jusqu'au lieu et jusqu'aux scènes. Et typiquement, si pendant le Paris Jazz Festival, il y avait plus d'animations de rue dans tout Paris. Du off, quoi. Vous voulez un off? Mais moi, j'aimerais qu'il y ait plus au de off Parc à Paris. Floral. C'est terrifiant qu'à Paris, il n'y ait pas de off pour les grands moments culturels et pour les grandes scènes. Quand on regardait, je ne sais pas si vos téléspectateurs ont regardé les images là, du Parc Floral, moi je trouve que c'est toujours sympa, ce côté végétal, bucolique et en même temps musical. Et je trouve que ça donne plein d'idées pour l'avenir. Je pense notamment à la petite ceinture qu'on est en train de réaménager, vous le savez, hein, cette ancienne ceinture dans l'intérieur de Paris, qui est très jolie, qui est très végétale, sur lequel on ne va rien construire de durable, sur lequel on va en faire respecter un couloir écologique. Mais si ce lieu-là pouvait aussi être un lieu, pourquoi pas, de création temporaire, culturelle, un lieu de musique, un lieu de création musicale dans l'espace public, surtout dans l'espace public, c'est ça, moi, que j'ai envie de faire, c'est que voilà, on Faire casse les sortir murs, un peu la culture. faire sortir la Pierre culture Devino, vous des êtes lieux. d'accord pour que le festival moi, de je jazz suis d'accord pour que essaime. le festival de jazz essaime un peu partout. Merci. Bon festival. Merci à tous les deux. La semaine prochaine, je recevrai
vrai Christophe Najdovski. Il est adjoint Europe Écologie Les Verts au maire de Paris et il a été désigné par la primaire de son parti pour être candidat au municipal donc de 2014.